Si j'avais su tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, j'aurais gagné beaucoup de temps, de l'argent et surtout énormément de sérénité. En gros, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à construire ma maison moi-même et ça a littéralement changé tout mon quotidien. Franchement, c'est pas toujours facile de porter un projet comme ça, donc je vais vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer et répondre aux questions que je reçois le plus souvent sur mon projet. Je vais aussi en profiter pour parler un peu de combien ça coûte tout ça, parce que sur internet on voit souvent passer qu'une maison en A c'est pas cher, mais en fait on va voir que c'est plus si vrai que ça. Donc l'idée c'est de vous donner un max de conseils et tous les trucs que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, comme ça vous pourrez vous poser les bonnes questions pour vos projets à vous. Alors bon, il y aura quelques trucs très spécifiques à la maison en A, mais en vrai la plupart des conseils peuvent s'appliquer si tu fais une grosse rénovation ou n'importe quelle autoconstruction, hein. Alors déjà, la première chose qui peut vraiment te faire regretter de te lancer dans un gros projet comme ça, c'est si tu es mal entouré. Perso, je porte le projet de la maison toute seule, donc ça veut dire que c'est moi qui fais les choix techniques, qui fais les choix esthétiques, qui fait l'organisation, qui gère l'intendance, les devis, les approvisionnements de matériaux et qui fait aussi la main-d'œuvre. Honnêtement, ça fait beaucoup pour une seule personne et franchement, si tu te lances dans un gros projet comme ça, en mode grosse réno ou autoconstruction, il te faut au moins un proche sur qui tu peux vraiment compter. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens se lancent en couple en fait. Ça peut détruire ton couple à cause de la fatigue, du stress, mais en même temps, être à deux, c'est un énorme avantage pour plein de choses. Déjà pour porter des trucs lourds, mais aussi pour échanger sur un problème technique pour trouver une solution, avoir un autre avis aussi sur les choix esthétiques, des fois ça peut être hyper agréable, et puis réfléchir à l'organisation des prochaines étapes de chantier. Tout ça, franchement, y réfléchir à 2 ou plus, c'est quand même hyper bénéfique. Donc vraiment, avant de te lancer, assure-toi d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger sur ton projet, donc quand même un minimum intéressé par le bricolage, et qui pourra te filer un coup de main le jour où il faut porter une grosse poutre à 3 mètres de haut. D'ailleurs, c'est pas obligé d'être une seule personne. Par exemple, moi j'ai Viviane qui est super souvent là physiquement sur le chantier pour m'aider, et Kevin avec qui j'échange beaucoup sur la partie plutôt préparation technique de chaque étape. Et d'ailleurs, vous êtes énormément à me demander pourquoi je fais pas de chantier participatif pour faire venir des gens pour me filer un coup de main. Mais en fait, c'est hyper dur de driver des gens quand toi-même tu sais pas ce que tu es en train de faire. Perso, moi j'apprends encore énormément de trucs à l'instant où je le fais, et il y a tout le temps des imprévus. Et en plus, avec les tournages des vidéos qui prennent grave du temps, laisse tomber, je peux pas faire venir des abonnés ou des gens, ils auraient l'impression de perdre leur temps, vraiment. Et puis j'avoue, je suis un peu maniaque, et avec les chantiers participatifs, tu peux tomber sur des gens qui sont pas hyper appliqués. Mais moi, ma maison, c'est là où je veux vivre, donc tu vois, je veux que ça soit super bien fait. Et j'ai un pote qui me racontait qu'il avait fait un chantier participatif où il y a un autre gars qui avait pour mission de peindre un mur, et en fait, il a fait tomber le pot de peinture, donc il y en avait partout, sauf sur le mur. Et au final, il a fallu poncer le parquet tout neuf, racheter de la peinture qui coûtait un bras, tout sauf de l'aide en fait. Donc bref, quand c'est toi qui fais de la merde sur ton chantier, t'as le seum, mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait n'importe quoi sur ton chantier, laisse tomber, c'est un enfer, je te dis pas l'ambiance pendant le reste de la semaine, quoi. En plus, avoir de l'aide sur le chantier, c'est super cool, hein, mais il faut nourrir les gens qui viennent t'aider. Et là, franchement, côté orga, c'est vite une grosse galère parce que déjà, moi, j'ai à peine le temps de cuisiner pour moi. Et quand il y a Kevin et Viviane qui viennent me donner un coup de main, bah pareil, il faut gérer toute l'intendance, penser aux plats que tu vas leur faire à manger, les faire en avance et tout. Et d'ailleurs, en vrai, le seul truc qui me sauve pour ça, c'est le batch cooking avec HelloFresh, en fait, hein. Parce qu'en gros, je prépare tous mes repas de la semaine à l'avance, je fais mes petites gamelles et sur le chantier, j'ai juste à réchauffer au micro-ondes. S'il y a quelqu'un qui vient m'aider, je prends 2 gamelles et basta. Par contre, clairement, le problème de ça, c'est qu'il faut être méga organisé pour les courses. Faut se faire les menus à l'avance pour savoir ce que tu dois acheter, tout préparer à l'avance. Parce que sinon, tu te retrouves à manger un pauvre sandwich tout froid sur le chantier. Une fois de temps en temps, ça va, mais au quotidien, c'est trop la galère. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que depuis 1 an à peu près, je fais du HelloFresh. Donc, c'est un système d'abonnement. T'as une appli où tu configures le nombre de repas que tu veux, le nombre de portions. Moi j'ai mis en mode rapido comme ça, c'est des recettes qui sont pas trop longues à préparer, et après ça te sélectionne automatiquement tes recettes pour la semaine. Et donc chaque semaine, tu vois, moi je reçois un colis comme ça, avec dedans il y a tout ce qu'il faut
Pour préparer les recettes, t'as pas à te poser de questions, tu reçois des petits sachets, t'as tous les ingrédients qui sont regroupés à l'intérieur. Du coup, j'ai 0 course à faire et je mange quand même équilibré parce que c'est des plats qui sont pensés pour ça. Ça évite de manger pizza tous les midis sur le chantier. Et tu vois, là, demain, je pars 2-3 jours sur le chantier, donc je me suis préparé mes petites gamelles et j'ai des bons petits plats réconfortants pour ma semaine de chantier. En plus, là, en ce moment, HelloFresh, il passe en mode hiver, du coup, je reçois même le petit fromage dans chaque commande. Et d'ailleurs, vu que c'est le sponsor de cet épisode, si tu t'inscris en utilisant le code que je te mets juste là, ça te donne droit à 2 mois de fromage offert à chaque commande. Et en plus, tu as droit à tes portions à moins de 3 € par personne. Donc franchement, c'est le moment de tester. Moi, en tout cas, niveau organisation, ça a été un game changer pour le chantier. Bon, et revenons-en à nos moutons. Le deuxième truc qui pourrait te faire regretter de t'être lancé dans une auto-rénovation ou une auto-construction, c'est que littéralement toute ta vie va tourner autour de ta maison. Perso, depuis que j'ai commencé le chantier, j'ai plus aucune énergie et puis j'ai même pas le temps d'ailleurs pour sortir. Et quand je prends un week-end par-ci par-là en dehors du chantier pour aller voir des potes, en fait, je culpabilise de ouf parce que je me retrace tout ce que j'aurais pu faire sur le chantier pour avancer mes objectifs. Et encore plus quand c'est un week-end de beau temps parce que là, vu que je suis sur le gros œuvre en ce moment, bah c'est le moment où il faut bosser quand il fait beau. Et du coup, je suis vraiment en mode j'arrive pas à profiter de mon week-end. Et tu vas voir, quand t'as un projet comme ça, tu manges maison, tu penses maison, tu dors maison, t'as toujours des questions techniques en tête à répondre, t'as les livraisons à gérer ou des problèmes à résoudre, c'est tout le temps en fond dans ton cerveau. C'est vraiment un projet de vie, c'est comme avoir un bébé en fait. Et une fois que t'as compris que c'était ta nouvelle vie, pendant un temps en tout cas, bah ça va vachement mieux. Et bon, les premiers mois, c'est assez compliqué de trouver une organisation entre la vie perso, le boulot et la vie de chantier. Mais en vrai, quand tu sais pourquoi tu fais les sacrifices, bah ça va vachement mieux et tu sais que c'est pour un temps donné, quoi. Et perso, moi j'ai un boulot à mi-temps à côté. Donc au début du chantier, je bossais dans un bar, surtout soirée week-end, ça me laissait toutes mes journées pour aller sur le chantier, ça fonctionnait pas mal, mais le rythme, ça me laissait vraiment 0 moment off. Et là, depuis 8 mois, j'ai quitté le bar où je bossais et je fais du montage vidéo en freelance. Je suis revenue à ça et en fait, c'est un équivalent mi-temps aussi, mais c'est vraiment vachement plus simple pour trouver un équilibre vie perso, vie pro, parce que en fait, c'est moi qui gère mes horaires. Donc franchement, si tu peux trouver un job comme ça, où c'est toi qui gères tes horaires, ça facilite vachement toute la gestion de chantier pour les livraisons de matériaux, pour avancer le chantier quand il fait beau, et être au taf quand il pleut par exemple. Et à côté de ça, méga important pour moi, j'essaie de garder une activité sportive en équipe à côté. Ça me permet de souffler et d'évacuer la pression et de voir du monde en même temps. Du coup, bon, c'est un peu dur de se motiver après une journée de chantier, j'avoue, mais franchement, c'est vital pour pas péter un câble. Moi, je trouve que c'est méga important de garder une soupape de sécurité parce que franchement, un chantier, ça peut t'amener clairement au burn-out. Surtout qu'en plus de la pression du chantier, il va y avoir une pression un peu extérieure de tes proches parce que tout le monde va te demander si ça avance bien ton chantier. Sauf que bah, tu verras, tu seras tout le temps en retard sur ton planning travaux. Donc en fait, tu auras tout le temps l'impression que ça avance pas. Et en plus, si tu te compares avec les rénos sur les réseaux sociaux, là tu vas te sentir mais comme une bouse. Et l'autre question classico-classique qui revient à chaque fois, c'est quand est-ce que t'emménages? Alors celle-là, elle te met une pression, mais c'est sans le vouloir, c'est terrible. Et moi perso, j'ai même pas de réponse à donner. J'envisage même pas encore d'emménager dedans tellement il me reste 1000 trucs à faire. Et pourtant, ça fait déjà 2 ans que j'y suis. Mais j'en sais strictement rien parce que ça dépend tellement de choses par rapport au boulot, à ma vie perso. Enfin, c'est compliqué de se projeter en fait. Et perso, moi, ça me plombe le moral ce genre de questions parce que je pense déjà tellement tout le temps à la maison que quand je sors voir des amis ou que je vais au sport ou en famille, bah j'ai juste envie de pas y penser du tout et qu'on m'en parle pas. Mais en fait, évidemment, les gens, ils te posent cette question parce qu'ils s'intéressent à ton projet et ça part d'un bon sentiment de prendre des nouvelles, tu vois. Mais voilà, attention à bien gérer la pression et à se permettre de la relâcher avec des trucs qui ont rien à voir avec les travaux. C'est méga important pour tenir sur du long terme. Et aussi, petit rappel amical de prendre soin de ton corps parce que quand tu sens qu'il y a une fatigue profonde, bah, il vaut mieux faire une pause, sinon c'est souvent dans ces moments-là que tu finis par te blesser ou alors faire n'importe quoi sur le chantier et en fait t'aurais mieux fait de pas venir. Donc vraiment des fois vaut mieux s'arrêter quelques jours et revenir plus serein et oublie jamais que ton corps c'est l'outil le plus important de tes travaux et de toute ta vie en fait. Si jamais tu te blesses, bah les travaux ils s'arrêtent. Donc c'est vraiment important de s'écouter aussi physiquement. Un troisième truc qui me fait regretter de m'être lancée dans mon autoconstruction, ça c'est le nerf de la guerre, mais littéralement ça aspire tout mon budget et toutes mes économies passent dans ce projet.
Bon, en vrai, ça, je le savais un peu avant de commencer parce que j'avais juste la thune pour acheter le terrain et commencer les travaux. Mais le plan, c'était de bosser à côté et de mettre un max de côté pour continuer à financer la maison. Mais ce qui est vraiment chaud, c'est l'inflation sur les matériaux. Et notamment dans mon cas, le prix du bois, ça s'est vraiment envolé là ces dernières années. Pour te donner un exemple concret, là, je suis en train de commander mon bardage et je suis retombée sur un vieux devis que j'avais fait en 2017. Le prix du bardage au mètre carré, il était à 23 euros. Là, aujourd'hui, pour le même bardage, même dimension, même essence de bois, tout pareil, hein, le même fournisseur, je suis à 35 euros du mètre carré. Donc c'est une folie en fait, ton budget prévisionnel il est mort et enterré. Donc j'avoue quand je vois sur les réseaux les titres en mode la maison en A pour 40 000 euros, franchement aujourd'hui tout ce qui est construction ossature bois c'est plus si rentable que ça honnêtement. Et aussi un truc méga important que je veux dire à propos du budget, c'est que c'est toujours le même débat en fait. Pour moi une maison ça se compare pas que au prix. Genre c'est méga important d'avoir un bon confort thermique, d'avoir des matériaux de qualité. Tu vois, est-ce que pour 40 000 euros t'as une maison qui est méga bien isolée ou t'as juste l'ossature et t'es en mode c'est un hangar, le truc en été il fait 50 degrés et en hiver tu te gèles les fesses. Et pareil sur les matériaux, est-ce que t'as un parquet en chêne massif qui va te durer 100 ans et que tu pourras rénover avec un coup de ponceuse ou est-ce que t'as un vieux stratifié tout pourri qu'il va falloir changer dans 3 ans quoi. Donc vraiment attention quand vous budgétisez le projet parce que les prix ça dépend de tellement de choses. Et tu vois typiquement aujourd'hui pour construire une maison et avoir le permis, il faut être conforme à la RE 2020. Donc ça forcément c'est un budget supplémentaire en termes d'isolation puisque dans cette norme ça t'impose des épaisseurs plus importantes qu'il y a 10 ans. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec les titres accrocheurs qui concernent le budget sur une maison. Et d'ailleurs si ça t'intéresse de savoir réellement, concrètement combien ça coûte de construire une maison en A en 2025, j'ai fait un tableur qui récapitule vraiment toutes mes dépenses poste par poste et qui te permet de te faire un tableau de bord aussi pour toi suivre tes dépenses sur ton budget de chantier. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et sinon, niveau budget, il y a un truc méga important à prendre en compte aussi, c'est l'outillage. Moi perso, si demain ma visseuse à choc ou ma scie plongeante sur rail, elle me lâche, je la rachète mais immédiatement. Sauf que c'est des outils où j'ai été chercher de la gamme pro, du coup c'est quand même pas donné. Donc j'ai quand même mis un gros billet en début de projet pour m'équiper avec un minimum d'outillage qui me permet de vraiment être sereine et bien avancer sur le chantier sans trop galérer. Je pense aussi notamment à ma scie à onglet qui est assez chère parce que elle fait des angles jusqu'à 60 degrés. Mais vu que je me suis embarquée dans une maison en A avec des triangles isocèles de partout, il y a plein de fois où il faut que je coupe des angles à 60 degrés. Donc il vaut mieux avoir une machine qui est capable de le faire par exemple. Après tout ça c'est des compromis, évidemment tu peux louer des machines si tu t'en sers pas souvent, mais quand c'est un outil qui va durer tout le long du chantier, franchement moi je conseille de l'acheter et de partir sur une bonne gamme d'outillage. Et niveau outils hors de prix que j'aurais adoré avoir mais qui sont vraiment en dehors de mon budget, c'est une mini pelle. Là, j'ai eu de la chance parce qu'il y a un partenaire qui m'en a prêté une le temps du chantier. Ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Sinon, il faut la louer, mais c'est assez compliqué d'organiser le chantier pour que tout tienne en très peu de temps, pour pouvoir refiler la mini-pelle rapidement, pour pas payer trop de journées de location. Un autre outil aussi dans lequel il faut investir, à mon avis, si tu construis une maison plus traditionnelle, c'est un échafaudage de façade. Ça coûte assez cher, mais en vrai, une fois qu'il est posé, au moins, tu bosses en sécurité. En plus, il y en a plein sur le bon coin pour en avoir un d'occasion. Ça peut permettre d'avoir un truc un peu moins cher qu'un neuf. Bon, moi, j'avoue, dans mon cas, ma façade, elle est assez petite, donc un échafaudage roulant, ça va plutôt pas mal. Et puis, ça me permettra de l'utiliser en intérieur aussi. Et dernier gros outil hors de prix que je rêverais d'avoir, mais clairement, c'est pas du tout envisageable, c'est un Manitou. Ça te gagne mais du temps de ouf. Tu peux faire plein de trucs au sol et puis les soulever après pour les mettre en place. Tu peux gérer tes livraisons beaucoup plus facilement. Moi, la tonne de bois que j'ai déchargée à la main, laisse tomber. J'aurais eu un Manitou, en 2 secondes c'était fait. T'as une bricole à faire en hauteur, tu peux facilement monter à l'endroit pile poil où tu dois intervenir et en 2 secondes c'est fait aussi. Enfin bref, ça il y a moyen si t'as un pote agriculteur ou un voisin agriculteur de te le faire prêter de temps en temps, ça peut être intéressant. Notamment par exemple pour lever les triangles, ça aurait été super cool d'avoir ça. Mais bon, il y a toujours moyen de faire autrement. Mais c'est vrai que si tu peux avoir l'occasion d'en avoir un, franchement, fonce. Et sinon, le 4e élément qui vraiment parfois me fait regretter, c'est la peur. Depuis que j'ai commencé ce projet, mais j'ai des angoisses de fou furieux. Il faut constamment que je dépasse mes peurs. Et franchement, c'est pas facile des fois. Moi, à la base, j'ai choisi de faire une maison en A parce que c'est la méthode constructive qui te permet d'être hors d'eau le plus rapidement possible. Vu que tu commences par le toit,
C'est QFD. Et pour ça, franchement, je suis ravie de mon choix parce que ça me permet de pas angoisser trop sur la partie météo. Par exemple, toute l'isolation, je vais pouvoir le faire quand je serai hors d'eau. Même la dalle bois, je le ferai quand je serai hors d'eau. Donc ça, c'est vraiment hyper sécurisant pour moi. Parce que c'est vraiment une angoisse chez moi que les matériaux tout neufs prennent la flotte et que ça soit tout pourri. Donc pour ça, je suis ravie d'avoir fait une maison en A. Mais par contre, un truc que j'avais pas du tout anticipé, c'est que du coup, j'ai une maison qui est complètement atypique et c'est impossible de trouver des documentations techniques pour les ossatures en triangle, par exemple. Donc en fait, tu fais au feeling ou en essayant d'utiliser des méthodes d'ossature bois classiques et de transposer les DTU à ton cas précis. Du coup, t'es jamais serein à 100% de savoir si c'est la bonne méthode et si t'es vraiment dans les règles de l'art. Parce qu'en fait, t'es complètement dans un truc farfelu. Alors qu'une maison plus traditionnelle, tu trouves de la doc, mais à foison sur Internet, ou même dans les bouquins. Alors que là, moi, je suis tout le temps dans des cas particuliers, en fait. Donc, c'est la misère. Donc, franchement, si tu veux être très serein sur les méthodes de travail, je te conseille de faire plutôt une ossature bois classique. Au moins, tu auras de la doc, il y aura des retours d'expérience de tous les côtés, et tu trouveras forcément une réponse à ta question, que ce soit sur les forums, sur les vidéos YouTube, enfin bref. Il y aura forcément quelqu'un qui aura déjà eu ton cas. Alors que moi, j'avoue, à part les vidéos d'Elisabeth et le guide pratique que j'ai réalisé, il n'y a pas grand-chose en termes de documentation technique, quoi. Bon, même si en vrai, de toute façon, même sur un projet plus classique, t'as beau préparer à fond ton projet, te documenter à fond, faire tous les plans détaillés et tout, sur le chantier, ça se passe jamais comme t'as prévu. Il y aura toujours un truc que t'auras zappé ou un truc théorique qui en réalité marche pas du tout. Et en fait, tu seras forcément obligé de t'adapter. Et alors en rénovation, mais j'en parle même pas, comment vous avez du courage, parce que là, t'es obligé de t'adapter au bâti ancien, avec des trucs qui partent dans tous les sens, qui sont pas droits. Franchement, c'est un sacré défi, ça aussi. Et sinon, niveau flip, perso, en ce moment, j'angoisse sur la taille de la maison. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à tout faire tenir dedans, alors qu'elle fait 100 mètres carrés, hein, donc c'est largement suffisant. Mais des fois, je me dis, faire 1 mètre ou 2 de plus en longueur, ça m'aurait pas coûté énormément plus cher. En termes de temps, ça aurait été quasiment équivalent, parce qu'en fait, quand t'es lancé, que tu fasses un peu plus ou un peu moins, en général, ce qui est chiant, c'est plutôt la partie réflexion, le démarrage du chantier. Donc en vrai, ça aurait pas changé grand-chose, mais j'aurais gagné 10 mètres carrés et je pense que j'aurais été plus sereine. Mais bon, il y a bien un moment où il faut s'arrêter sur les plans et attaquer la construction et pas changer d'avis toutes les 2 minutes sur les dimensions. Et puis de toute façon, j'ai l'impression que peu importe la taille de ta maison, tu trouveras toujours que c'est trop petit. Parce qu'en fait, on remplit le vide. Donc si t'as une pièce qui est vide, tu vas trouver un truc à faire dedans. Et donc au final, que t'aies 5 chambres ou 2 chambres, tu trouveras toujours qu'il te manque une pièce, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ça. Et sinon, un autre truc que j'avais pas du tout anticipé en termes de peur, c'est la hauteur de la baraque, parce que j'ai dû poser des faîtières à 8 ou 9 mètres de haut. Je peux te dire que je faisais pas la maline tout au bout de mon échelle, hein. Je descendais, j'étais tremblante de partout, j'avais le stress à fond, le cardio à fond. Ça m'épuisait les journées où il fallait monter sur la toiture, franchement c'était dur. Bon, ça c'est très personnel parce que j'aime pas du tout le travail en hauteur, j'ai le vertige, je me sens pas à l'aise, j'ai peur de mourir en fait tout simplement. Mais globalement, auto-construire ou auto-rénover, ça te fait te dépasser constamment sur plein d'aspects et parfois c'est vraiment dur et épuisant. En tout cas, tout ça, ça pèse de fou sur ta motivation parce qu'au début t'es à fond, t'as toute ton énergie à donner, mais au fur et à mesure, avec la fatigue qui s'accumule, franchement, il y a des jours où moi, je me demande pourquoi je me suis lancée là-dedans et pourquoi je me fais souffrir, en fait. Et puis, la liste des travaux qui reste à faire avant d'emménager, elle est tellement longue, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Du coup, pour pallier à ça et me remotiver, en fait, je découpe tout en plein de petites tâches, mais vraiment des micro-tâches. Je fais des to-do list chaque début de semaine et au moins, tu coches des trucs et t'as l'impression d'avancer. Par exemple, au lieu de mettre faire l'isolation de la maison, je découpe en isolation du rez-de-chaussée, pignon nord, isolation de l'étage, pignon nord, isolation de l'étage, pignon sud, etc., etc. Et franchement, c'est trop important de maintenir cette sensation d'avancement. Sinon, t'as juste clairement envie de baisser les bras face à la montagne que t'as devant toi. Et un autre truc qui, moi, me fait beaucoup de bien, c'est de pas vivre sur le chantier. Alors, certes, c'est chiant parce que je fais des allers-retours, et bon, ça me fait payer un loyer, donc il faut pouvoir se le permettre. Mais niveau confort, ça fait trop du bien de rentrer au chaud le soir après une journée de chantier, de prendre une grosse douche chaude, de pas vivre dans la poussière, etc. Et surtout, ça permet, moi, de couper vraiment du chantier
Et ça, niveau motivation, c'est méga important. Parce qu'en gros, si tu vis sur ton chantier, t'es H24 dedans et tu vois tout ce qui reste à faire et c'est grave déprimant. Alors que là, du coup, je suis motivée d'y retourner parce que ça me manque de voir la maison. Et quand j'y vais, j'ai envie de rentabiliser l'aller-retour. Donc j'ai la niaque pour avancer à fond toute la journée. Alors que quand t'es sur place, bah des fois tu traînes un peu la patte, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est typiquement pour ça que les gens font jamais leur finition une fois qu'ils ont emménagé dans leur maison. Donc bon, tu l'auras compris, je regrette pas vraiment de m'être lancée dans cette aventure. C'est juste un projet qui est génial. Mais comme tout gros projet, bah si tu te lances dans une autoconstruction ou une réno, il y aura des obstacles et il va falloir finir par les dépasser et te dépasser pour arriver au bout. Ce qui est méga important surtout, c'est d'être bien entouré et d'être bien organisé. D'ailleurs, oublie pas, si tu veux tester HelloFresh, je te remets le code juste ici pour avoir tes repas à moins de 3 € par personne et 2 mois de fromage offert. Et bien sûr, tu peux arrêter l'abonnement quand tu veux. Et autre truc méga important, c'est qu'il te faut une motivation à toute épreuve, mais ça, si tu sais pourquoi tu t'es lancé là-dedans, normalement, tu vas tenir bon. Et en tout cas, ce projet-là, il va changer ta vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur la réalité d'un chantier derrière les vidéos un peu waouh des réseaux. Et dans la prochaine vidéo, pas de blabla, je me retrousse les manches et on retourne sur le chantier, alors oublie pas de t'abonner. Et si tu veux voir comment j'ai galéré à construire mes fondations moi-même et fini aux urgences, on se retrouve dans cette vidéo juste ici.